Dr Yamtimba, pour parler de cette décision des autorités béninoises. Vous avez déjà suivi un peu l'avis de nos téléspectateurs à travers Monsieur Kofi, mais vous, quelle est votre grille de lecture de la décision du Bénin d'interdire donc aux navires de charger du pétrole nigérien? Bonjour déjà Madame Siké ici et ainsi qu'à ceux qui nous regardent. C'est un problème très sérieux, mais je voudrais faire une remarque. Il faudrait qu'on évite à la télévision d'en appeler à ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est extrêmement délicat parce que l'objectif de la télévision n'est pas d'opposer les États ou de donner l'impression de soutenir des appels à attaquer d'autres pays ou à s'ingérer dans les affaires d'autres pays d'une certaine façon. Je crois que ce que nous faisons ici ne vise pas à dire à un chef d'État d'aller contacter des militaires d'un autre pays, c'est dangereux. Si on commence à faire ce genre d'appel à la télévision, c'est très mauvais. S'il y a des Béninois qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au Bénin, qu'ils règlent le problème, mais on ne peut pas demander au président Tiani d'aller parler avec des militaires béninois pour je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'on arrête de dire ce genre de choses parce que ce sont des choses qui, demain, auront des conséquences qu'on ne saura pas maîtriser. Notre rôle à la télévision, c'est de faire des analyses, c'est de faire de donner à comprendre les situations, pas de dire, pas d'opposer, d'aller jusqu'à opposer, à dire des choses qui demandent, par exemple, ce que tout le monde a compris à travers ce que disait notre ami Kofi, c'est que soit le président Tiani aide des gens à faire un coup d'État qui, comme ils sont militaires, ils s'entendront, soit qu'ils puissent envahir le Bénin. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Je crois que c'est la première réaction que j'allais avoir. La deuxième, c'est que moi j'ai à dire, c'est que je pense que nous ne devons pas être naïfs. Nous devons savoir que tous ces pays d'Afrique où on parle le français, utilisent le franc CFA. Quand vous faites attention aux visiteurs qui sont passés dans ces pays au cours des dernières semaines, vous comprenez qu'il y a un certain nombre de si vous voulez, de recommandations qui auraient été données, oui. Et que manifestement ces pays vont avoir tendance à malheureusement suivre ces recommandations compte tenu du fait qu'ils sont tenus par le système financier international, mais également compte tenu parfois des compromissions personnelles des dirigeants. Il est toujours très difficile lorsque vous avez des chefs d'État dont les intérêts sont manifestement alignés sur un certain nombre d'intérêts du capitalisme international, d'imaginer qu'ils ne vont pas subir cette pression. La raison qui a été invoquée officiellement par les autorités béninoises, elle est spécieuse. Oui. Non, le Niger n'a pas ouvert sa frontière alors que nous avons ouvert la nôtre, nous avons fait tendu la main. Non, messieurs, vous avez été parmi ceux qui étaient les faucons qui voulaient qu'on aille faire la guerre au Niger. Ne demandez pas au Niger de ne pas en tenir compte. L'accord sur le pétrole est un accord particulier. Et cet accord particulier, justement, si vous dites que vous faites preuve de bonne volonté, vous donnerez au Niger l'opportunité de se rendre compte que vous êtes effectivement de manière définitive, en tout cas déterminée, à travailler avec le Niger pour que la situation s'arrange. Mais au premier, on aurait dit qu'il y a des humeurs que vous manifestez et vous prenez une décision aussi grave qui n'implique pas seulement le Niger et par laquelle, vous voulez forcer la main. Beaucoup de gens croient au Niger, pas au Niger, vous voulez forcer la main à une grande puissance internationale, à une grande puissance mondiale, qu'est la Chine, de s'impliquer et de pouvoir aller parler au Niger. Et les personnes auxquelles vous avez notifié votre décision, vous n'avez pas notifié votre décision au Niger. Vous l'avez notifié directement à la société chinoise et à l'ambassadeur de Chine. C'est une manière assez
cavalière de gérer les problèmes parce que l'accord n'est pas un accord entre le Bénin et la Chine. C'est un accord entre le Bénin et le Niger et vous allez notifier vos décisions relatives à cet accord à une partie qui est cette partie prenante mais avec laquelle vous n'avez pas forcément, c'est pas celle-là que vous avez l'accord sur le pétrole. Et un tel niveau de chantage, je crois que le Premier ministre Zein y a répondu d'une manière qui me paraît tout à fait pertinente. Il n'a pas à s'en mêler, il a à s'assurer que de toutes les façons, ça se fait au Bénin, le Niger n'y est pas. Et que comme ils n'ont pas été notifiés, la CNPC qui a été notifiée fera ce qu'il faut. Toujours est-il que ce que nous devons retenir, in fine, au-delà de ces éléments phénoménologiques, donc au-delà de ces faits journalistiques, ce que nous devons retenir, c'est le fait que le Bénin, sans s'en rendre compte, vient d'envoyer un signal grave. Ça veut dire que les investissements lourds qui peuvent être réalisés sur le continent africain ne bénéficient d'aucune sécurité. Ces investissements peuvent être mis en danger à tout moment par n'importe quel gouvernement sur la base de n'importe quel prétexte. Voilà des gens qui veulent développer l'Afrique, mais qui en fait tuent l'Afrique par des décisions qui n'ont aucun sens. Vous laissez couler le pétrole du Niger, vous prenez votre avion, monsieur, vous allez au Niger, vous négociez avec les Nigériens. L'ouverture de la frontière. Vous avez des ministères des Affaires étrangères, vos ministères travaillent. Et d'ailleurs, vous tenez entre les mains un élément fort qui sera d'aller dire aux Nigériens, mais écoutez, nous faisons tout pour que vous ayez vos 110 000 barils de pétrole qui coulent. Bon, là, en fait, c'est 90 000 qui sont exportés parce que 20 000 sont utilisés au Niger. Nous vous laissons, nous participons à votre exportation de 90 000 barils de pétrole. Mais vous savez vous-même que avant la crise, il y avait 1000 camions qui traversaient la frontière dans les deux sens. Donc là, le fait que ces camions ne traversent plus, voici la situation que nous relevons. On sait que le PIB du Bénin, 25% dépendent du Niger. Donc vous présentez ces éléments-là dans le cadre des négociations, diplomatiques, mais vous ne créez pas une crise internationale qui en réalité fera que demain, aucun autre pays n'aura plus envie de travailler avec vous parce que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas crédible. Vous n'avez pas... on n'est pas certain qu'avec vous, à terme, sur le long terme, il n'y aura pas ce genre de problèmes qui vont surgir et qui sont sans tête ni queue. Et donc, du coup, les investisseurs internationaux comme la Chine peuvent se dire, mais décidément, il y a un problème dans les pays africains, ou s'ils se disent, on a quand même une bonne expérience dans des pays comme l'Ouganda, les pays d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie particulièrement, ou ailleurs, mais les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, c'est peut-être compliqué. Et s'ils finissent par dire que les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est compliqué, je rappelle que le pays qui a le plus la capacité d'investir dans des infrastructures lourdes dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, c'est la Chine, grâce à son programme La Ceinture et la Route. Donc, vous êtes là, vous amusez avec un pays qui peut mettre sur pied une banque des infrastructures 100 milliards de dollars supérieur à ce que ce dont le FMI dispose, et vous vous faites purement et simplement influencer par des Américains qui arrivent chez vous et qui viennent vous parler pendant 2-3 heures, et quelques jours après, vous provoquez un incident aussi grave. Il faut que nous fassions le lien entre tout ça, parce que ce que le Bénin vient de faire, après avoir évoqué toute la semaine qui vient de s'achever, les fameux liens avec les États-Unis depuis 1960, vraiment comment ils sont très bien avec les États-Unis. Sauf que c'est pas les États-Unis qui leur donnent les 25% de PIB que le Niger leur apporte. Sauf que les États-Unis n'ont même pas le début d'un commencement d'une usine là-bas chez eux. Sauf que les États-Unis n'ont jamais rien investi qui
aujourd'hui permet aux Nigériens, aux Béninois, de transformer leurs matières premières. Donc, je ne comprends pas très bien quel est le problème des Africains et qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant leurs vrais intérêts. Les autorités nigériennes également, est-ce que ça ne pouvait pas aussi, parce que vous l'avez dit, le Bénin pouvait, bien sûr, vous l'avez dit, pour des faits de négociation, de dialogue, se rapprocher des autorités nigériennes. Est-ce que l'inverse aussi n'est pas possible, puisque dans cette affaire, finalement, les deux parties sont perdantes, ou alors je me trompe? Non, je vais vous dire, il faut que, voyons les choses de manière froide. Hein. Allez-y. Le Niger peut avoir une alternative, le Bénin n'en a pas. Il faut pas être une poule. Une alternative qui a d'ailleurs été évoquée ici sur le plateau. Mais bien sûr, je pense que depuis le début, depuis le moment où il y a eu ce fameux coup d'État, cette alternative a été évoquée. Nous en avons parlé ici. Il faut pas que le Bénin soit une espèce de grenouille qui se prend pour un bœuf. Le Niger a une alternative au moins. Ça prendra un peu de temps, ça prendra un peu d'argent, mais ça peut marcher, ça va marcher. Oui. Après le Bénin, lui, là, quelle alternative? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Donc, vous ne pouvez pas... et en plus, le port de Cotonou était presque à l'arrêt. Pratiquement à l'arrêt. Oui. Ça, c'est un. Oui. Deux, vous avez, là, on a parlé de 1000 camions qui circulent par jour. Oui. 1000 camions, quand vous payez le chauffeur, au moins un motorboy, ça fait 2000 emplois. Direct. Là, direct. 2000. Par jour. Qui sont garantis 2000 emplois. Et à côté de cela, vous avez toutes ces femmes, toutes ces personnes qui vendent le long des routes. Oui. Eh ben, ça fait des milliers d'emplois. Parce que les gens s'amusent, mais ça, c'est des milliers de commerçants qui ont du travail et qui, peut-être, grâce à ça, donnent du travail à d'autres. Parce que quand vous prenez, par exemple, un bar à emporter, c'est pas la seule propriétaire qui travaille tout seul. Souvent, il travaille avec 2, 3, 4 personnes. Et comme il y a une forte circulation, c'est parfois 24 heures sur 24. Vous avez les péages automobiles. Vous avez les restaurants. Vous avez les mécanos, tous les mécaniciens. Vous avez les stations-service. En fait, c'est tout un écosystème économique que le Bénin vient mettre en danger. Parce que les Américains... J'ai parlé des péages, j'ai parlé de ça, mais en fait il y a plein d'autres, parce qu'on peut peut-être pas tout citer, parce que vous avez plein d'autres choses. Vous avez par exemple les shopping, tous ces gens qui vendent des vêtements, les chauffeurs ont eu un peu d'argent, en rentrant ils achètent ou en entrant ils achètent. Et ils ramènent souvent, en dehors de leur seule cargaison, ils ont souvent de petits commerces qu'ils font eux-mêmes, ils ont des aliments qu'ils transportent, ils ont des vêtements, ils ont des choses comme ça. Ça nourrit, ça entretient un écosystème économique. On n'a pas parlé de coups de fil, de la téléphonie. Ces gens téléphonent tout le temps, ils font des transferts d'argent. On ne parle pas de tout ça. Mais c'est tout un écosystème économique que le Bénin met en danger et c'est le Bénin qui est perdant. Aujourd'hui, il faut savoir être... Le Niger est perdant aussi. Le Niger... D'une certaine façon. Non. Le pétrole de façon absolue. Oui. De façon absolue, oui. C'est le Bénin qui perd. Supposez que le Niger utilise une offre alternative. Oui, mais pour le moment. Non, ça on le connaît, on dit là tout de suite à l'instant. Oui. Il y a un problème parce que le pétrole a coulé, on pensait que ça a vraiment coulé, et puis le Niger a encaissé 400 millions de dollars d'avance sur ce pétrole. Très bien. Mais ces 400 millions de dollars d'avance, le Niger peut réorienter une partie pour connecter ce pipeline à autre, pour connecter le site d'Agadem à un autre pipeline. Il peut le faire. C'est une décision, stratégique, imprévue. Mais ils vont dire, on va le faire. Et comme tout le monde sait qu'ils ont quand même du pétrole, et là, ils ont beaucoup d'autres choses. L'argent qu'ils vont percevoir avec la vente d'uranium à l'Iran peut compenser une petite partie de ce qu'ils devaient faire, des investissements qu'ils devaient faire avec ces 400 millions de dollars. Et ça leur laissera le temps. Ça prendra 2, 3, 4, 5, 6 mois de travaux, mais ces travaux seront faits et le pétrole va recommencer à couler. Je pense que les Africains ne doivent pas réfléchir comme ça. Nous devons quand même pouvoir dire aux gens, regardez, est-ce que les 400-500 millions de dollars de redevances que représentent de reventes directes qui vont être payées au Bénin, les Américains vont leur donner, l'OTAN va leur donner ça. Deuxième chose, l'écosystème économique, lui, n'est pas évalué. Ils vont leur permettre de financer ça. Si le Niger décide de fermer définitivement sa frontière avec le Bénin et de dire nous ne ferons plus jamais d'affaires avec eux, le quart du PIB, c'est-à-dire 4 milliards de dollars, ils vont le trouver où?
Là, on vous parle de valeur ajoutée, hein, on ne vous parle pas du principal. Donc, parce que quand on dit PIB comme ça, ce n'est pas tout. C'est en fait ce qui est, si vous voulez, la marge au-dessus. Oui. Donc, les 4 milliards de dollars, qui va leur donner ça? Ils vont trouver ça où? Nous devons éviter ce genre de situation en donnant l'impression que, comme on fait souffrir les autres, là, à l'instant, ça veut dire que nous sommes perdants tous les deux. Nous ne sommes pas perdants tous les deux. D'autre part, il y a autre chose, madame, le capital, le capital symbolique. Oui. Le problème, c'est qu'en faisant ce qu'il fait, le Niger, le Bénin ne perd pas seulement sur cette opération et le Niger. Le Bénin va perdre sur, si vous voulez, l'image qu'il offre au reste du monde, et tout le monde va désormais hésiter à aller faire des affaires avec le Bénin. Donc, ce que le Bénin fait, c'est aussi tous les investissements directs étrangers potentiels qui auraient pu aller se faire là-bas. Parce que les gens vont se dire, comment on va verrouiller désormais les contrats avec le Bénin pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là. Et enfin, vous allez avoir un autre problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement du Bénin. Ce que ça projette, c'est toute la CEDEAO. Et ce que ça projette, c'est tous les pays de la CEDEAO qui étaient contre le Niger. C'est ça. Et donc, du coup, tous les réseaux qui devront être transfrontaliers, ça va poser problème. Vous savez, par exemple, que le Ghana projetait de relancer la voie ferrée, je crois, avec le Burkina Faso. Oui. Vous pensez que le Burkina Faso va rester là, ils vont se dire, ah, tous ces gens-là, nous sommes l'AES, eux, nous les avons abandonnés dans la CEDEAO. Peut-être que le Bénin, c'est simplement le premier signal qu'on envoie. Ça déstabilise finalement toute la zone. Et le fameux conseil des sages qui s'est réuni l'autre jour devrait au mieux prendre ce problème et commencer à aller voir, au lieu d'être là, demander à l'AES, est-ce que ce genre de choses peut convaincre les gens de l'AES de rentrer dans la CEDEAO? J'aimerais avoir vos avis à tous les deux, justement, avant d'aller au standard. On nous signale que M. Basson est au standard. M. Basson, bonjour et merci. Prière de nous accorder encore quelques minutes, mais l'avis de ce téléspectateur, Idrissou Boroma, qui dit ceci. Pourquoi est-ce que le Niger veut imposer au Bénin, dans le choix, du moins le choix de ses partenaires? Pourquoi le Bénin n'a pas demandé au Niger de renvoyer les Russes et pourquoi le Niger l'exige avant d'ouvrir les frontières? Vous savez que selon le Niger, il y a des soldats français postés justement à la frontière du côté du Bénin, raison pour laquelle, pour le moment aussi, le Niger ne peut pas ouvrir ses frontières. Alors, le Bénin vit du pétrole du Niger, c'est ça, mais je ne vous comprends pas. Au lieu de voir le vrai problème, le Niger n'a pas à imposer. Voilà, le Bénin a fait le premier pas pour montrer son désir de laisser les peuples commercer, mais le Niger exige au Bénin de renvoyer ses partenaires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je commence peu. Non, enfin, je pense que notre ami, oui. Je comprends, enfin, on voit de quoi il veut parler, oui. mais c'est pas en ces termes que ça se pose. Le problème se pose autrement. Il y a quelque chose que nous devons faire très attention dans ces problèmes-là. Si quelqu'un a déjà volé chez vous et que cette personne vit chez le voisin, vous faites quoi? Vous ouvrez votre maison au voisin? Mais quelqu'un qui est déjà venu, il a assassiné quelqu'un chez vous. Il a volé chez vous, il a détruit les choses chez vous. Et vous découvrez que la personne, désormais, vit chez le voisin. Vous faites quoi? Mais vous construisez le mur le plus haut et le plus solide que vous puissiez avoir parce que c'est un risque qui est propre. Oui, c'est une menace qui pèse sur votre propre existence. Le Bénin ne peut pas se prévaloir du fait qu'on lui impose des voisins. Et on parle de deux choses différentes. Si le Bénin considère que les Français doivent rester chez lui, mais le Niger a tout à fait intérêt à dire « je ne veux pas les gens qui viennent chez moi ». Oui. Est-ce que le Niger est obligé d'accepter que tout le monde rentre sur son territoire? Le fait que les Français soient postés à la frontière avec le Niger, pour le Niger, c'est un risque d'infiltration. Est-ce qu'on doit expliquer ça aux autorités du Bénin? C'est un risque d'infiltration. Est-ce que s'il y avait des terroristes au nord du Bénin, sur la frontière nigérienne, à l'intérieur du Niger, à la frontière du Niger, et que ces gens-là avaient déjà commis des attentats au Bénin, le Bénin ferait quoi? Il laisserait sa frontière ouverte sous le prétexte qu'il faut laisser les populations commercer. Les Français ne sont pas... Désolé pour les Béninois, mais pour les Nigériens et pour les panafricanistes, les Français, c'est des terroristes.
désolé, les Français, c'est des terroristes. Et quand vous avez des terroristes à votre frontière, un pays souverain, indépendant, et qui a l'expérience de ce que ces terroristes sont capables de faire, parce qu'ils l'ont fait sur son territoire, le minimum, c'est de garder sa frontière fermée. Sauf si vous voulez engager une guerre contre ce pays-là. Et enfin, je pense que personne n'impose donc de ce point de vue les partenariats de qui que ce soit à l'autre. Le Niger comprend que les Béninois puissent travailler les Français, mais il estime que les Français ayant commis trop de dégâts au Niger, il vaut mieux éviter qu'ils aient la possibilité de s'infiltrer au Niger. C'est tout. Avant d'aller prendre monsieur...